Bonjour, bienvenue au balado UEC en ondes. Je suis Flora Domanget, présidente de l'Union étudiante du Québec. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième épisode sur la série L'austérité du gouvernement. Nous nous intéressons aux impacts sociétaux des compressions budgétaires vécues par la communauté étudiante. Nous parlerons plus spécifiquement de l'insécurité alimentaire de plus en plus présente au sein de cette population. J'ai la chance d'accueillir deux acteurs du milieu, Martin Munger, directeur général de la Banque alimentaire du Québec, et François Régimbal, professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal et membre du CREMIS, donc le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à vous deux, François, Martin. Bien contente de vous avoir avec nous sur ce deuxième épisode, donc sur l'austérité du gouvernement, où on apporte un peu plus un volet social, donc les impacts directs sur la population étudiante, avec un angle sur l'insécurité alimentaire. Fait que merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisserai peut-être vous présenter chacun à votre tour, donc votre rôle, l'organisme que vous représentez également, puis votre petit parcours aussi, ça peut être intéressant. Fait que si Martin, tu veux commencer. Oui, je suis Martin Munger, je suis directeur général des Banques alimentaires du Québec. Les Banques alimentaires du Québec, c'est un peu l'association des moissons. On a 33 membres partout au Québec, surtout des moissons régionales, mais quelques membres locaux dans des régions où il n'y a pas de moissons. Et notre rôle à Banque alimentaire du Québec, c'est, je dirais, d'augmenter les ressources et de les partager équitablement partout au Québec parmi nos membres. Par ressources, on peut penser à des denrées alimentaires, donc de développer des ententes provinciales de dons d'aliments, mais aussi des ressources financières. On va chercher des dons financiers qu'on partage aussi avec des critères de partage équitables entre nos membres selon la fréquentation et les besoins dans leurs régions respectives. D'abord, merci de l'invitation. Donc, François Régimbal, donc je suis professeur de sociologie au Cégep du Montréal. Je suis également chercheur au CREMIS, qui est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté. Je suis co-responsable du champ territoire et système alimentaire. Et dans ce cadre-là, j'ai fait une recherche depuis 2023 avec mon collègue Éric Richard et ma collègue Aude Fournier sur le rapport des populations étudiantes cégepiennes à leur alimentation. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Fait qu'on va passer déjà avec une petite mise en contexte. Fait que si vous avez une définition à nous donner de l'insécurité alimentaire, je vous laisserai y aller. Fait que les formes que ça peut prendre, les moments que ça peut prendre aussi. Fait que François, tu peux commencer. Nous, la définition qu'on utilise, là, c'est celle qui est utilisée par le MESAM, là, qui est le module d'enquête sur la sécurité alimentaire des ménages, qui est utilisé par Statistique Canada, mais par plusieurs autres équipes de recherche aussi, pour mesurer l'insécurité alimentaire. Puis habituellement, on définit l'insécurité alimentaire comme étant des personnes qui vont avoir peur d'avoir faim, de ressentir la faim, qui vont réduire leurs portions, qui vont sauter des repas ou plusieurs repas, voire sur plusieurs journées, parce qu'ils n'ont pas d'argent, et c'est ça qui est important, là, c'est vraiment la question économique, la question monétaire qui explique tout ce rapport-là à l'alimentation, et c'est ça qui explique ou qu'on définit l'insécurité alimentaire. Ok, super intéressant. Est-ce que Martin, tu veux compléter aussi? Je trouve que ça couvre très bien la notion d'insécurité alimentaire. Nous, on publie à chaque année le bilan faim, mais c'est toujours important de préciser que le bilan faim, c'est pas une étude sur l'insécurité alimentaire, c'est une étude sur la fréquentation des banques alimentaires. L'insécurité alimentaire, c'est beaucoup plus important que les données qui sont publiées dans le bilan faim. Puis c'est quand même hyper intéressant parce que c'est ça, on parle d'une situation économique, mais au final, ça joue aussi sur la perception de la personne. Fait que juste avoir peur de ne pas pouvoir manger, ça fait partie ici de la définition de l'insécurité alimentaire, de ce que je comprends. Oui, effectivement, parce qu'il va y avoir comme des catégories d'insécurité alimentaire. Il y a 3 catégories d'insécurité alimentaire et une où on est dans la sécurité alimentaire. Et on peut être en insécurité alimentaire marginale, modérée ou grave. OK. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner pour chacune des catégories? Pour la modérée, ça serait l'idée justement de la peur, là, qu'on est plus au niveau perceptionnel. Mais quand c'est modéré, là, on va peut-être réduire ses portions.
On va peut-être changer un peu son rapport à l'alimentation dans son quotidien. Et quand c'est grave, ben là, c'est carrément on sort des repas, peut-être 2 repas, peut-être 3 repas là, durant la journée. OK, super. Est-ce qu'il y a des aspects qui sont encore mal compris de l'insécurité alimentaire pour faire une définition? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être prises en compte qui actuellement le sont moins? Je considère que l'insécurité alimentaire, c'est très lié à la pauvreté. C'est un symptôme de la pauvreté et selon moi, si on veut vraiment résoudre les situations d'insécurité alimentaire, il faut travailler activement à réduire la pauvreté. OK, super intéressant d'avoir cette connexion. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Je trouve que ce que Martin dit, c'est super pertinent. Donc, quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est les aspects monétaires. Donc, il faut porter un regard sur le contexte économique dans lequel on est, notamment réfléchir sur la pauvreté, le contexte dans lequel les personnes sont placées. Nous, notre équipe de recherche, on a fait le choix de ne pas s'intéresser uniquement à l'insécurité alimentaire. On a voulu comprendre plus largement le rapport de certaines populations à leur alimentation. Et pour essayer, parce qu'on avait cette impression-là que le concept ou cette lunette-là de l'insécurité alimentaire était un peu simpliste pour comprendre l'ensemble des défis que les personnes ont par rapport à l'alimentation et que ça faisait en sorte aussi que les solutions qu'on imagine sont aussi simplistes un peu. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'essayer de comprendre dans un premier temps à travers ce qu'on appelle le bien-être alimentaire ou le mal-être alimentaire, à travers 5 dimensions. Okay. Donc, il y a la dimension matérielle qui renvoie, grosso modo, à l'insécurité alimentaire. Mais on pourra en parler tantôt, mais on a ajouté aussi la qualité des espaces dans lesquels les personnes prennent leur repas. Mais il y a la dimension corporelle qui renvoie à la santé physique, santé mentale, mais aussi aux 5 sens lorsqu'on consomme des aliments. Il y a la dimension relationnelle, c'est-à-dire le contexte relationnel des personnes, c'est-à-dire l'état de leur réseau social, mais aussi quand ils mangent, quand ils prennent des aliments, mais sont dans quel contexte relationnel? Ils sont avec qui? Est-est-ce qu'ils sont seuls? S'ils sont seuls, est-ce que c'est choisi ou pas? Est-ce que c'est subi, cette situation-là? Il y a la dimension temporelle pour la population étudiante. Ça, pour nous, c'est devenu un élément vraiment clé parce qu'on a réalisé que notre rapport à l'alimentation, et ça fait écho aussi à des travaux de recherche que j'ai faits précédemment auprès de personnes aînées, mais notre rapport à l'alimentation est beaucoup organisé autour d'habitudes alimentaires, de routines alimentaires, voire de rituels alimentaires. Et quand il y a des moments de rupture dans ces habitudes-là, bien, il y a comme un mal-être alimentaire qui s'installe. Et particulièrement chez la population étudiante, mais ça vient vraiment bouleverser leur rapport à l'alimentation. Et cette dimension temporelle-là, c'est de comprendre en fait le rapport de ces populations-là avec leur alimentation en fonction de leur expérience passée, présente et future. Puis finalement, il y a la dimension décisionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre c'est quoi les éléments qui viennent s'imposer aux individus, un peu les déterminants sociaux ou autres, dans la capacité des individus de faire leur choix alimentaire. Finalement, se nourrir, c'est au centre de nos vies. On regarde tout le contexte de pourquoi on pourrait ne pas être bien nourri. Puis ça rentre dans la santé psychologique parce que si ton repas, c'est juste un petit bout de pain que tu manges vite, c'est sûr que là, ça a des complications après pour la suite. De juste prendre plaisir aussi à manger. C'est hyper intéressant. Je ne sais pas si, Martin, tu veux rajouter d'autres choses. Je trouve ça très intéressant aussi. Ça me faisait penser en vous écoutant aussi que je parlais nos membres desservent 1400 organismes. On s'appelle les banques alimentaires du Québec, mais dans les 1400 organismes, il y a toutes sortes d'organismes. Des organismes qui vont essayer de briser l'isolement des personnes âgées, qui vont faire de l'aide aux devoirs pour des enfants. Et le repas est aussi un prétexte de rassemblement et de socialisation dans ces cas-là qui est utilisé aussi par les organismes pour essayer, particulièrement chez les personnes âgées, de briser l'isolement, de faire sortir les gens de chez eux pour qu'ils voient d'autres gens aussi. Ça fait que c'est très important la sociologie autour du repas, effectivement, et la socialisation autour du repas. Oui, puis au final, c'est ça, c'est de l'insécurité alimentaire. On peut en vivre pendant toute sa vie aussi. Fait que, de ce que je comprends, c'est pas non seulement, pendant... Il y a des périodes qui vont être plus touchées, effectivement, mais au final, ça reste que pendant toute ta vie, on pourrait avoir de l'insécurité alimentaire. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Non, c'est ça. Ben, à ce niveau-là, il y a quelques recherches qui montrent effectivement que les habitudes qu'on va développer au collégial, particulièrement en tout cas aux études postsecondaires, collégiales, universitaires,
les habitudes qu'on va développer dans ce contexte-là ont tendance à perdurer dans le temps. Et donc, même si on vivait pas d'insécurité alimentaire avant nos études postsecondaires, mais les personnes sont plus à risque de vivre l'insécurité alimentaire une fois qu'elles en ont vécu au cégep ou à l'université. Mm-hmm. D'où l'importance de trouver une solution dès le départ et pas faire en sorte que ça s'accentue au fur et à mesure. Et c'est aussi une très belle occasion de développer des compétences alimentaires parce que souvent, avec l'entrée au cégep, je ne suis pas un chercheur, là, mais je parle peut-être de mon expérience personnelle. Avec l'entrée au cégep, c'est là qu'on est plus autonome en termes d'alimentation, qu'on va apprendre à se nourrir par nous-mêmes, alors qu'avant, c'était plus les parents qui pouvaient fournir cette alimentation-là. Et c'est une très belle occasion aussi d'apprendre à cuisiner et aussi ce qui vient avec souvent le fait de cuisiner, bien à se nourrir d'une manière de qualité pour moins cher qu'avec des aliments préparés, par exemple. Et maintenant, si on parle un peu plus de l'état de la situation actuelle, on parle beaucoup de précarité. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez concrètement dans les banques alimentaires au Québec? Totalement, c'est même décourageant. Depuis avant la pandémie, la situation, la fréquentation des banques alimentaires a pratiquement doublé et le nombre de demandes auxquelles on répond à 3,1 millions de demandes d'aide alimentaire par mois. C'est désastreux, je dirais que c'est inacceptable. Il y a 600 000 personnes uniques là, qui fréquentent le réseau des banques alimentaires. Puis ce qui est encore plus grave que ça, comme je le mentionnais tantôt, c'est que c'est une portion des gens qui sont en insécurité alimentaire. Il y en a d'autres qui ne viennent pas aux banques alimentaires pour toutes sortes de raisons, qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, pour moi, je trouve ça inacceptable dans une société comme la société québécoise qui a une proportion aussi grande de gens qui sont en insécurité alimentaire. Oui, c'est quand même des chiffres énormes, là, ce qui sont apportés, 100 000 personnes, puis surtout en considérant que c'est pas tout le monde qui va demander de l'aide, parce qu'il y a une espèce aussi de pression sociale de si je demande de l'aide, est-ce que je suis vraiment légitime de la demander? Fait que, ça remet en question, effectivement, l'ensemble de la société. On se trouve dans une situation de précarité. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que ce soit mieux pris en considération. Donc, effectivement, ce que Martin nous dit, là, ces chiffres-là sont vraiment inquiétants. J'aime vraiment ce que tu dis, que pour toi, c'est un peu décourageant, cette situation-là. Par rapport aux cégepiens particulièrement, nous, on a fait une recherche là, en 2023-2024. Donc, à notre connaissance, il n'y a aucune recherche qui avait été faite préalablement sur cette population-là. Nous, ce qui ressort de notre recherche sur l'insécurité alimentaire, c'est autour de 44% des personnes qui ont participé à notre recherche et qui étaient en insécurité alimentaire. Et donc, nous, on a fait notre étude dans 6 cégeps différents, dans des régions différentes du Québec. Et effectivement, quand on regarde, si on compare avec la population en général, donc les données dépendamment d'une recherche à l'autre, au Québec, au Canada, là, ça oscille entre 15 et 20%. Là, on parle de la population cégepienne qui est à 44%. Donc, c'est beaucoup de personnes qui sont en insécurité alimentaire. Et il y a comme des sous-catégories, donc c'est pas tous les étudiants et les étudiantes qui sont touchés de la même façon, donc on a des sous-populations qui sont plus à risque de vivre l'insécurité alimentaire. Et là-dedans, on parlait d'économie tantôt, de pauvreté, mais une des catégories qui est plus à risque, c'est les étudiants et les étudiantes qui reçoivent l'aide financière aux études. Normalement, c'est supposé aider. Là, ce qu'on constate, c'est que c'est pas suffisant. Et nos données montrent que ceux qui sont en insécurité alimentaire, ils reçoivent de l'aide financière aux études. Donc, il y a un problème avec ça. Les autres populations qui sont plus touchées, mais les personnes trans et non-binaires, les étudiants et étudiantes internationaux ou internationales, et les étudiants qui ont déménagé pour faire leurs études. Et les étudiants plus âgés également. C'est peut-être un peu contre-intuitif. On aurait tendance à penser qu'en vieillissant, on va avoir un peu plus d'argent, donc on va avoir moins d'insécurité alimentaire. Mais comme tu en parlais tantôt, Martin, dans le fond, en vieillissant, on va assumer plus de responsabilités liées à son alimentation. On va avoir quitté le nid familial, payer son appartement, payer son transport.
Et donc, c'est l'alimentation, évidemment, qui, en bout de ligne, va y coper. Et donc, c'est ce qui peut expliquer que les personnes plus âgées sont plus à risque de vivre l'insécurité alimentaire. Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle aussi de personnes qui sont en train d'étudier. Fait que, il y a comme une corrélation qui est quand même problématique. Puis, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, de notre côté, on a fait un sondage léger l'année dernière. Puis, tu sais, ça corrobore les données que tu mentionnes. Tu sais, nous, c'était vraiment cégep, université. Puis, on se trouvait aussi à 40% des personnes étudiantes donc, qui avaient répondu au sondage qui avaient fait face à une forme d'insécurité alimentaire. Puis, encore une fois, on avait aussi des données sur les personnes étudiantes qui allaient chercher de l'aide financière aux études qui étaient beaucoup plus importantes. Et là, on parlait de 46% des personnes. Fait encore une fois, il y a des ressources, mais les ressources ne sont pas disponibles. Fait il faut que ce soit pris en considération, il faut qu'elles soient bonifiées pour vraiment sortir ces personnes-là, parce que comme vous le mentionnez tantôt, si ces personnes ont déjà vécu une forme d'insécurité alimentaire, elles sont plus propices à continuer à vivre ce genre de forme. Je sais pas si tu as réagi. C'est vrai que c'est important qu'il y ait des ressources disponibles, mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est que les étudiants aient des conditions adéquates pour se nourrir convenablement. Puis pour moi, ça commence par le facteur économique. Il faut que les étudiants aient suffisamment de revenus pour se nourrir convenablement. Les banques alimentaires, c'est fait pour des mesures plus d'urgence à court terme. Faut pas qu'une partie importante de la population soit en situation de dépendance par rapport aux banques alimentaires. Mm-hmm. Oui, je suis tombé sur une recherche qui vient tout juste d'être publiée hier. Puis c'était une méta-analyse, une synthèse en fait de plusieurs recherches. Puis ils se sont intéressés justement aux services de soutien alimentaire et ses effets. Puis, ce qu'ils suggèrent dans leur étude, c'est que les banques alimentaires, les paniers alimentaires, les jardins dans les milieux scolaires, cégep, université, en tout cas, en gros, ce que ça montre, c'est que ça n'a pas beaucoup d'effet. Au niveau de l'insécurité alimentaire, ça va vraiment dans le sens que tu dis, c'est que oui, ça aide de donner de la nourriture, mais ça ne change pas la situation fondamentalement pour les individus. Donc, c'est comme si on les maintient en situation d'insécurité alimentaire, puis ça ne permet pas de changer vraiment le rapport à l'alimentation parce que les personnes restent dans la pauvreté, même s'ils ont eu de la nourriture. Le lendemain, ça va être la même chose. Ils vont avoir encore besoin d'aide parce que leur situation économique n'a pas changé. Oui, ça reste des aides d'urgence qui sont fournies. On ne s'attaque pas au problème. Ça atténue les effets. Ça ne règle pas la situation d'insécurité alimentaire. C'est nécessaire. Je suis loin de dire que les banques alimentaires, c'est pas quelque chose d'essentiel. À l'heure actuelle, c'est essentiel. Mais ça ne fait qu'atténuer les effets. Bien entendu, puis particulièrement pour les étudiants et les étudiantes, le fait d'avoir suffisamment de nourriture pour se nourrir convenablement, ça fait en sorte que la personne peut être disponible pour étudier et être dans un bon état pour étudier. Et c'est une stratégie pour ne pas rester en situation de pauvreté par ailleurs. Donc, c'est important et tant mieux. Et peut-être l'effet sera à plus long terme. Mais des dossiers comme historiques du mouvement étudiant, que ce soit les prêts bourses ou les frais de scolarité, ça reste des questions fondamentales pour les étudiants. Oui, c'est quand même fascinant qu'on s'est intéressé ou on s'intéresse toujours à la question de l'alimentation et des étudiants au primaire, au secondaire, comme on veut en faire une priorité, même si ça n'est pas tout à fait, mais on aimerait ça en faire une priorité. Mais pour les étudiants au post-secondaire, c'est comme si c'est complètement dans l'angle mort. Je ne sais pas pourquoi que collectivement on s'est dit que c'était moins important, mais ça l'est clairement moins important aux yeux de la collectivité. Mais pourtant, les impacts sur le parcours scolaire ou le rapport plus globalement aux études, il est documenté. Donc, en termes de concentration, en termes de ralentissement du processus des études, en termes d'abandon, en termes d'impact sur le taux de diplomation. Ça, c'était déjà documenté. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de regarder le sentiment d'auto-efficacité. Donc, est-ce que les étudiants et étudiantes se sentent compétents pour faire leurs études? Donc, ce qui ressort, c'est ceux qui sont en insécurité alimentaire, ils ont un plus faible sentiment d'auto-efficacité. On a mesuré aussi la satisfaction aux études. Encore une fois, ceux qui sont en insécurité alimentaire, ils ont une satisfaction aux études plus faible. Et on s'est intéressé à la confiance qu'ils avaient de terminer leurs études, et c'est la même chose. Donc, ceux qui sont en insécurité alimentaire, ils ont moins confiance de terminer leurs études. Et ce qui nous a surpris,
c'est peu importe à la session auquel ils sont rendus dans leur parcours. Pour les étudiants, les étudiantes de première session, c'était peut-être pas si étonnant qu'ils n'avaient pas confiance de terminer leurs études, mais cette non-confiance-là demeure très élevée, même quand ils sont très avancés dans leur parcours scolaire. Donc, ça a un impact important à l'insécurité alimentaire sur le rapport aux études. Oui, finalement, on a un problème d'accessibilité aux études parce que si la personne, dès qu'elle commence ses études, elle dit qu'elle a un risque ou qu'elle est déjà en situation d'insécurité alimentaire, il y a juste la possibilité qu'elle finisse pas ses études, puis on a un décrochage qui va se faire. Fait que c'est cet enjeu-là qui est comme problématique. Puis si on revient aussi aux banques alimentaires, dans certaines universités, nous, ce qu'on entend dire, c'est que c'est vraiment pas suffisant. Il y a une demande criante. Il y a des inscriptions pour aller chercher des paniers, mais ça, c'est toujours saturé. C'est toujours... il y a des moments propices dans la semaine, c'est généralement juste une fois par semaine, mais là, ça veut dire, le reste de la semaine, la personne, elle fait quoi? Elle va se diriger vers quelles ressources? Puis encore une fois, c'est une aide d'urgence. C'est quand même problématique qu'on soit rendu à devoir fournir de l'aide d'urgence au sein des établissements parce qu'on a un problème d'accessibilité, parce qu'on a un problème de précarité. Puis ça, c'est quelque chose quand même, at large, si on regarde même la société, dans le bilan fin 2025, on voyait, là, les chiffres sont en augmentation de la demande de base. Là. Fait que, c'est quand même problématique. Puis, je ne sais pas si vous aviez des angles de réflexion, de solutions aussi qu'on pouvait apporter, puis voir comment on pouvait régler l'enjeu au final. Au risque de me répéter, je pense que si on veut régler l'enjeu, que ce soit pour les étudiants ou pour la population en général, il faut que les personnes soient en mesure de se nourrir par elles-mêmes. Selon moi, c'est la seule solution. Et se nourrir par elles-mêmes, OK, on peut parler de programmes sociaux pour la population en général, on peut parler de pension de retraite, de rente de retraite, on peut parler d'assurance chômage ou d'aide sociale, mais de crise du logement aussi. Puis je suis persuadé que la crise du logement a un impact important aussi chez les étudiants. Si le prix des loyers augmente d'une manière très importante, comme ça a été le cas dans les dernières années, bien, ça fait une portion plus importante des faibles revenus des étudiants qui est consacrée au logement. Hein. Donc, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on observe par rapport au bilan fin, si on avait à mettre le doigt sur une cause principale d'insécurité alimentaire, c'est la crise du logement. OK, fait que c'est ça, c'est au final tous les impacts sociaux de qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es dans une situation de précarité, l'inflation, tout ce genre d'aspects amènent un poids supplémentaire aux personnes qui vont vivre de l'insécurité alimentaire, puis juste augmenter ce fait-là. Ou ça va mettre les gens en situation, alors qu'elles n'étaient pas, ou que les personnes n'étaient pas en situation d'insécurité alimentaire, ils vont basculer dans cette situation-là parce que on entend des histoires à propos de personnes qui vont payer 200 pièces de plus par mois pour se loger. Bien, c'est probablement 200 pièces de moins pour se nourrir parce que l'alimentation est la partie compressible en bout de ligne. Donc, et c'est une des raisons pourquoi on voit dans nos données sur le bilan fin que les travailleurs à faible revenu sont une proportion toujours qu'on s'est rendu une personne sur 5 qui fréquente les banques alimentaires, c'est un travailleur, c'est quelqu'un dont la source principale de revenus, c'est l'emploi. On peut penser que, on n'a pas de données spécifiques là-dessus, mais on peut penser que cette réalité-là aussi a son reflet dans la population étudiante parce que plusieurs étudiants travaillent aussi. Donc, si les revenus d'emploi ne sont pas suffisants, si le loyer à côté coûte trop cher, ben ça met les personnes dans une situation d'insécurité alimentaire. Mm-hmm. Puis je trouve ça hyper intéressant parce que de notre côté, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est justement, il y a une espèce de pression qui se met en ce moment sur l'enseignement supérieur. On constate quand même des compressions, on constate qu'il y a les frais qui augmentent, fait que ça risque juste d'avoir un impact encore plus grand sur l'insécurité alimentaire, sur juste les dépenses que doivent fournir les personnes étudiantes. Fait qu'il faut que les programmes de soutien suivent cette demande-là et pas juste que ce soit sur le dos des personnes étudiantes que repose l'ensemble de la précarité. Oui, puis peut-être si on revient encore sur le portrait. Mm-hmm. Dans le fond, l'insécurité alimentaire, c'est préoccupant parce qu'il y a des personnes qui ne mangent pas. Mais nous, notre recherche qu'elle montre aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas chez les étudiants et les étudiantes pour d'autres raisons.
Donc, dans le questionnaire qu'on a fait passer aux étudiants puis aux étudiantes, on a fait faire un mini-journal de bord sur la journée qui a précédé la complétion du questionnaire et dans lequel il y avait l'outil le Mésam pour mesurer l'insécurité alimentaire où on leur posait des questions. Est-ce que vous avez sauté des repas parce que vous n'avez pas d'argent? Et donc, les personnes ont répondu, mais nous, on a acheté des questions. On a dit, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous avez sauté des repas? Et puis, dans le fond, quand on regarde nos statistiques, c'est 8,4% qui ont dit qu'ils sautaient des repas par manque d'argent uniquement. Okay. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sautent des repas pour plein d'autres raisons. Ouais. Il y a 12,4% qui nous ont dit par manque d'argent puis d'autres raisons. Et la grande majorité nous ont dit pour d'autres raisons. C'est ça que pour nous est intéressant avec les 5 dimensions du bien-être, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments temporels qui sont ressortis chez les étudiants liés au manque de temps, surcharge de travail, des temps de déplacement très longs. On peut faire le lien avec ce que Martin parlait tantôt sur le logement. Donc, à une certaine époque, quand on étudiait, on allait en appartement. Là, c'est rendu tellement cher que les étudiants restent à la maison ou vont être loin, ils vont être plus en périphérie s'ils sont en appartement. Et ils vont devoir faire des temps de déplacement très longs, mais ça a un impact énorme sur leur quotidien. Et ce qu'ils nous racontaient, mais c'est ça, tous ces aléas-là du quotidien font en sorte que j'ai pas le temps de manger. Et s'additionne à ça que plusieurs nous ont dit, nous, au cégep, on n'a pas de blocage horaire pour manger. Il y a beaucoup de profs qui n'étaient même pas au courant de ça. Fait que les cours s'enchaînent sans fin. Les cours s'enchaînent. Il y en a qui nous disaient, moi, j'ai des cours de 10h à 6h. J'ai pas de blocage horaire. Il y a beaucoup de profs qui ne tolèrent pas qu'on puisse manger dans les classes. Donc, finalement, je mange pas. Donc, la question de la temporalité, des autres obligations qui viennent un peu s'imposer aux étudiants, aux étudiantes, ça fait en sorte qu'ils ne mangeaient pas. Il y a des questions aussi de santé. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont dit lors des entrevues qu'on a approfondies, moi, j'ai un TDAH, par exemple, je prends une médication, ça me coupe la faim. Donc, je ne ressens pas la faim. Donc, la santé aussi peut avoir un lien important sur le rapport à l'alimentation. Et il y a la question aussi relationnelle. Donc, on parlait des personnes aînées tantôt. Donc, chez les personnes aînées, c'est quelque chose qui était ressorti d'une manière assez évidente. Donc, la solitude subie qui avait un impact sur l'alimentation. Mais chez les étudiants, c'est la même chose. C'est pas tout le monde qui vit de la solitude, mais ceux qui le vivent faisaient des liens avec des épisodes de dépression. Et ils faisaient des liens avec, quand ils sont en dépression, perte de motivation à cuisiner et perte de motivation à manger. Donc, il y en a beaucoup qui nous ont dit ne pas manger parce qu'ils vivaient de la solitude. Donc, il y a des personnes, une personne là, que j'ai en tête qui me disait qu'elle avait fait son deuil de se créer un réseau pendant ses études, puis qu'elle s'était faite à l'idée qu'elle allait terminer son parcours scolaire seule, en résidence, avec pas d'amis, sans amis, et que ça avait un impact qu'elle mangeait moins. Mm-hmm. Il y a un autre élément aussi super important qui est ressorti chez plusieurs personnes, et ça nous a beaucoup surpris, c'est des personnes qui nous disaient, moi, j'ai de la nourriture sur moi, mais je suis seule, et je veux pas être vue en train de manger seul. Donc, je préfère ne pas manger. Donc, le cas typique, c'est quelqu'un qui dit, ma mère, elle me prépare ma boîte à lunch, j'ai mon lunch, mais parce que je connais pas personne, j'ai pas le goût que les gens me voient, là, j'utilise leur langage, être le loser du cégep, donc je ne mange pas. Et pour nous, c'est important, cette donnée-là, sur les raisons pour lesquelles les étudiants et les étudiantes ne mangent pas, parce que c'est vrai que les données de la nourriture, c'est super important, même si ça ne règle pas le problème. Mais quand on parle des solutions, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes que ce n'est pas un accès aux aliments, leur enjeu ou leur défi. C'est autre chose. C'est les questions des horaires. Et la transition du secondaire au cégep, elle est clé pour comprendre les étudiants postsecondaires, cégep, université. Et c'est eux-mêmes qui faisaient ce lien-là. Ils disaient, quand j'étais au secondaire, on avait un horaire qui était compatible avec mes amis et ma famille. On déjeunait tout le monde ensemble. Au dîner, je mangeais avec mes amis au dîner à l'école. Et au souper, quand mon école terminait, c'était compatible avec le travail de mes parents, qui, eux, arrêtaient de travailler. On se retrouvait à la maison, on mangeait ensemble. Depuis que je suis au cégep, ce qu'il dit, c'est débrouille-toi pour manger parce que mon horaire est complètement incompatible avec mes sœurs, mon frère, mes parents, même mes amis, parce qu'il n'y a même pas de blocage horaire pour manger. Ce qui fait que ces horaires-là, complètement variés, décousus, fait en sorte qu'ils n'ont plus de moments pour manger en termes de commensalité, de plaisir de partage avec l'autre, etc., ou même de temps tout court parce qu'ils sont surchargés. Donc, c'est comme si ce portrait-là nous amène à penser les solutions en termes alimentaires qui devraient aller
Ça devrait venir s'ajouter aux dons alimentaires, qu'il y ait des aspects plus relationnels, des cuisines collectives, des jardins collectifs ou autres solutions qu'on peut imaginer, mais de tenir compte de ces autres éléments-là si on veut penser au bien-être alimentaire. C'est vraiment intéressant, je trouve, de cet aspect-là d'amener d'autres éléments que de fournir de la bouffe, si on veut dire, et peut-être de créer des occasions, effectivement. C'était assez dramatique, l'histoire que vous parliez de la personne qui s'est résolue à dire « je vais faire mon diplôme toute seule ». Et je pense que il faut, je l'espère, aussi chez les étudiants, amener cet aspect social-là autour de l'alimentation. C'est un aspect important. Vraiment intéressant, votre enquête. Ouais. Merci. Mais c'est ça, au final, on parle de conciliation entre études puis vie. Là. C'est vraiment juste ça, de voir comment, à travers mes études, je m'organise pour pouvoir manger, parce qu'on s'entend, c'est la base de vivre, manger. Fait que c'est sûr que si il y a juste cet aspect-là qui n'est même pas pris en compte dans ton parcours quand tu vas faire tes cours, mais on se décroche un peu de où est-ce qu'on pourrait aller. Fait que de revenir à l'essentiel, au final, de juste avoir un créneau spécifique pour manger, puis avoir du soutien adéquat pour que la nourriture puisse être accessible. Il y a beaucoup d'endroits également, quand on parle peut-être dans des campus délocalisés, où il n'y a même pas non plus cette source de nourriture proche. Fait que là, ça demande à la personne étudiante de devoir prévoir son lunch, ou bien d'aller acheter quelque chose pas loin, mais encore une fois, on parle de précarité, on parle de manque de temps. Fait que, c'est tout ça qui est pris en considération. Fait que, s'il pouvait y avoir un geste de plus qui est effectué pour juste faire en sorte d'avoir ta nourriture qui est prête, puis qu'on démocratise aussi un peu cet aspect de, si tu manges tout seul, c'est correct aussi, là, juste mange. Sinon, tu vas pas pouvoir continuer ta journée. Fait que je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vision-là qui est, en ce moment, la population étudiante vit de la précarité, doit cumuler entre étudier, travailler. On parle aussi de beaucoup rémunération de stage, que au final, la personne doit cumuler stage, travail, cours. Fait que ça commence à faire beaucoup sur les personnes étudiantes. Fait que si on pouvait prendre un peu ce pas de recul et juste être, OK, on va leur donner cet accès-là quand même pour pouvoir continuer à être en enseignement supérieur. Il y a peut-être un autre élément sur lequel j'aimerais revenir qui est très lié à la discussion qu'on a présentement. C'est quelque chose qui est ressorti dans notre étude, c'est ce qu'on a appelé le non-recours, là. C'est-à-dire qu'il y a des services de soutien alimentaire dans l'établissement, mais les étudiants, les étudiantes, certains en tout cas qu'on a rencontrés, nous disent je ne vais pas vers ces services-là. Là, nous, ça ne faisait pas partie de notre objectif de recherche, mais on s'est dit qu'il fallait creuser cette idée-là dans un autre projet éventuellement, mais ça nous a quand même interpellés et on les a quand même questionnés un peu pourquoi. Et après ça, dans le questionnaire qui a été par la suite, on a posé la question qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme service? Et une des choses qui est sortie, c'est que les étudiants, les étudiantes nous disaient je veux pas me faire donner de la nourriture. C'est pas ça que je veux. Baisser les prix à la cafétéria, donnez-nous un accès à des aliments de bonne qualité avec un coût raisonnable. J'ai le goût de participer. Puis c'est lié à l'injonction un peu de notre société d'être autonome. C'est comme là, je commence ma vie en tant que personne autonome. C'est pas vrai que la première chose que je vais faire, c'est aller demander de l'aide. Mais donnez-moi un contexte dans lequel c'est possible. Finalement, c'est un peu ça qu'il nous disait. Alors que là, si je vais à la cafétéria, ça n'a pas de sens comment c'est trop cher comparativement à la portion. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur esprit pour pouvoir être autonome au niveau alimentaire, mais ils ne veulent pas se tourner non plus vers les dons alimentaires. En tout cas, a priori, là, ça va être à creuser, mais c'est comme s'ils disaient c'est pas ça qu'on veut avoir. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que quand on regarde les banques alimentaires sur différents campus, le nombre d'inscriptions est limité, sauf qu'il y a une demande beaucoup plus importante qui se fait ressentir. Puis il y a aussi les personnes qui ne veulent pas se retrouver vers cette aide-là. Fait que ça veut dire qu'il y a le nombre de personnes qui augmente de plus en plus quand tu prends tout ça en compte. Ça reste qu'il faut démocratiser justement cet aspect-là de si tu n'arrives pas à joindre les deux bouts dans tes finances, il faut quand même que tu prennes le temps de le faire. Puis c'est ça, rendre ça plus accessible, plus accueillant. On avait également certaines banques alimentaires qui nous mentionnaient, on pourra faire du pouce aussi un peu de qu'est-ce qui se fait, mais que juste rendre le local agréable pour que les personnes puissent se sentir venir et que ce soit pas juste au bout du couloir dans un espace sombre un peu reculé, que ce soit vraiment juste ouvert puis
que ça donne l'envie d'y aller. Effectivement, selon moi, dans ce processus d'aide alimentaire-là, il faut avoir cet aspect social-là, puis cet aspect où c'est intéressant et c'est pas une offense à la dignité des personnes que d'aller chercher de l'aide. Là. Si c'est, comme tu le dis, un local intéressant où on peut s'asseoir et jaser un peu avec les gens, ben c'est déjà plus intéressant, plus convivial pour les gens qui ont besoin d'aide alimentaire. Mm-hmm. Effectivement, la question des espaces est ressortie aussi dans notre étude. C'est-à-dire que les étudiants nous ont dit, en tout cas certaines personnes nous ont dit, on n'a même pas d'espace pour manger à la cafétéria, par exemple. Je suis obligé de manger par terre dans le corridor parce qu'il manque d'espace. Donc, c'est pas très convivial de manger dans le corridor. Et il y en a d'autres qui nous ont dit, la cafétéria, je fais juste rentrer dans la cafétéria, puis je fais des crises d'angoisse. C'est comme intimidant. Donc, est-ce que ce serait possible de penser des espaces peut-être plus petits, peut-être moins, où il y a moins de stimuli en termes de bruit, en termes de nombre de personnes, et qui seraient plus propices aux besoins de certaines personnes? Évidemment, la cafétéria, ce que je comprends, c'est que ça répond aux besoins de certaines personnes, mais pour d'autres, plus ou moins. Donc, il faudrait comme réfléchir les espaces en fonction de différentes populations. Mm-hmm. Peut-être tu le mentionnais tout à l'heure, c'est quand même aussi intéressant de voir qu'il y a différentes populations qui sont peut-être plus visées par l'insécurité alimentaire. Fait que de prendre ça en considération puis adapter justement les lieux pour que ça réponde plus à leurs besoins, ça peut être intéressant parce qu'effectivement, quand on parle juste de l'aspect santé psychologique, quand on se retrouve face à une cafétéria remplie de personnes, de bruit, c'est sûr que ça peut ne pas être accueillant pour certaines personnes. Fait que peut comprendre complètement cet enjeu-là. Peut-être juste ajouter que selon les données du bilan fin, je regardais un peu, puis je voulais faire ressortir la dimension étudiante là-dedans. Il y a 9,4% des gens qui reçoivent des dépannages alimentaires sont des étudiants, pas secondaires. Donc, c'est quand même... c'est non négligeable. Là, c'est près de 10% qui, parmi les gens qui fréquentent les banques alimentaires, mais plus précisément ceux qui reçoivent ce qu'on appelle dans notre jargon des paniers de dépannage, sont des étudiants. Puis 3,4% des gens ont indiqué que leur source principale de revenus, c'est les prêts bourses. Donc, pour des statistiques qui sont spécifiques au milieu étudiant, c'est ce qu'on peut ressortir du bilan fin. Oui, mais ça reste quand même hyper intéressant parce que ça veut dire que les personnes étudiantes se sentent même juste obligées de devoir aller chercher de l'aide qui est parfois peut-être moins proche de leurs établissements. Fait qu'encore une fois, ça rajoute du temps. C'est sûrement le cas, mais ça inclut aussi de l'aide qui pourrait être distribuée à l'intérieur des établissements. Là. Tout ça parce que les données du bilan fin sont faites par les organismes. Donc, si un organisme étudiant va vers la moisson pour chercher des denrées pour les ramener, normalement, ces données-là vont être compilées dans le bilan fin aussi. Ça fait que ça peut être à l'intérieur comme à l'extérieur des institutions d'enseignement. OK, mais ça montre quand même que c'est ça, qu'il y a un besoin qui se fait ressentir de plus en plus, puis qu'on a besoin d'avoir plus d'aide au final, puis de s'attaquer à la source du problème aussi, pour au final que la banque alimentaire reste ton dernier recours et pas que ce soit ta norme au final. Si on regarde maintenant plus spécifiquement dans les banques alimentaires, l'organisation, est-ce que il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer le processus puis répondre adéquatement à la demande? En fait, c'est beaucoup une question d'approvisionnement. L'approvisionnement des banques alimentaires est en hausse. On distribue pour une valeur de 346 millions de dollars tout le réseau dans un an. Mais la hausse n'est pas aussi importante que la hausse de la demande. Et c'est pour ça qu'au cours des dernières années, on a demandé au gouvernement de contribuer, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Le réseau des banques alimentaires pouvait répondre à la demande avec les dons qu'il recevait. Mais maintenant, on a demandé, effectivement, les 2 dernières années, on a eu du financement
donc autour de 25 à 30 millions par année, pour acheter des denrées en plus. Ça a ses bons côtés. Par ailleurs, ça permet d'acheter des denrées plus fraîches et pas seulement de la récupération ou des invendus ou des stocks qui, pour des raisons d'emballage ou des choses comme ça, nous étaient donnés. Donc, ça amène plus de produits frais, des choses comme ça. Mais c'est sûr que le défi principal à l'heure actuelle des banques alimentaires, c'est de répondre à la demande. Puis répondre à la demande, on peut dire que ça prend plus de denrées simplement, mais c'est pas juste ça. On a constaté, surtout dans la dernière année, que les organismes sont sous une pression énorme. Et même si, dans certains cas, on était capable de leur envoyer plus de denrées, ils ne pouvaient pas l'accepter parce qu'il n'y avait pas l'espace pour le stocker ou les frigos pour le réfrigérer. Des fois, même de l'espace pour avoir suffisamment de bénévoles pour travailler à la distribution. Fait que d'une part, on se ramassait une situation de goulot d'étranglement où il y a une file d'attente à la porte et nous, on est prêt à envoyer plus de denrées, mais il y a ce goulot-là qui fait que l'organisme ne peut pas en prendre plus. Je pense que du côté des gouvernements, il va falloir porter une attention aussi aux organismes communautaires qui offrent ces dépannages alimentaires-là. Et ils sont épuisés à l'heure actuelle avec l'augmentation constante de la demande à travers les années. Puis, ce qui est malheureux aussi, on a fait réaliser une étude, puis ça nous dit que la demande va continuer d'augmenter dans les prochaines années. Et il faut que ça ait une fin, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas avoir une proportion toujours plus grande de la population québécoise qui est en situation d'insécurité alimentaire ou qui doit avoir recours aux banques alimentaires pour se nourrir. C'est pas le genre de société qu'on veut, là. Mm-hmm. Fait qu'au final, c'est ça, c'est jouer sur deux volets. T'sais, le plus urgent, il faut augmenter juste les ressources humaines, les capacités aussi à stocker pour pouvoir répondre adéquatement. Puis le deuxième volet, c'est s'attaquer à l'enjeu principal qui est la précarité. Fait que ce qui pousse finalement les personnes à se tourner vers ce genre d'aide d'urgence. J'aurais tendance à inverser okay. ce que tu viens de dire. C'est le contenu est là, mais pour moi, il faut régler la situation de l'insécurité alimentaire et en attendant, fournir des ressources pour aider les gens. Mais si on veut que la tendance d'augmentation de demande se stabilise et baisse éventuellement, et ça prend plus d'argent dans la poche des gens, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient familles monoparentales, travailleurs, travailleuses, retraités. La société ne peut pas fonctionner comme ça. Je dis souvent qu'on a entendu pendant des années que l'écart entre les riches et les pauvres allait s'accentuer. Je pense qu'on est là-dedans. Ce qu'on vit en termes d'insécurité alimentaire, c'est un effet de cet écart-là entre les riches et les pauvres. Et en tout cas, nous, c'est pas la société qu'on souhaite, là. Oui, donc c'est ça. Si je reformule ma phrase, c'est s'attaquer aux problèmes de précarité, de pauvreté, puis en attendant, augmenter la capacité, les ressources humaines pour pouvoir desservir la demande. Mm-hmm. Ça résume mieux. C'est bon, parfait. Est-ce que, Martin, tu peux nous expliquer un peu plus la méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de Bilan Fin 2025? Avec plaisir. On est très fiers de l'étude qu'on réalise à chaque année qui s'appelle le Bilan Fin. Ça fait une vingtaine d'années que les banques alimentaires partout au Canada réalisent cette étude-là. C'est une source d'information importante en la matière. Par ailleurs, notre méthodologie doit être mise à jour. À l'heure actuelle, le bilan fin, c'est une photo du mois de mars. C'est pas compliqué. Donc, nous, on demande à tous les 1400 organismes de dire, OK, c'est quoi la proportion de telle ou telle personne qui fréquente la banque alimentaire? Combien de denrées vous remettez? Des choses comme ça. Mais c'est une photo du mois de mars. On a pris le mois de mars parce que c'était un mois assez typique dans l'année et on projette à partir du mois de mars. Mais on n'est plus dans une époque où des données qu'on prend une fois par année, c'est suffisant. On est en train de travailler à la numérisation de tous les organismes pour remplir
ces données-là à chaque mois pour voir s'il y a des évolutions, des variations importantes pendant l'année. Ça représente un défi très grand de faire ça. On le voit à l'heure actuelle, on le sait, on travaille avec des organismes qui sont souvent strictement bénévoles, là, opérés par des bénévoles. C'est le cas souvent des associations étudiantes, par ailleurs. Et donc, d'entrer ces données-là, ben, ça leur demande un travail supplémentaire, puis les gens ne sont pas là au départ pour ça. Par contre, c'est important. On a un argumentaire à faire valoir pour montrer ces situations-là au grand public, aux décideurs, aux gouvernants et même aux donateurs. Pour nous, on utilise ces données-là pour convaincre les donateurs de donner. Donc, c'est important d'aller vers ça, mais je vais vous dire que c'est une grosse opération qu'on fait à l'heure actuelle et dans certains cas, il peut y avoir des résistances qu'on comprend aussi, mais on doit aller vers ça. Mm-hmm. Donc, pour avoir des données plus exactes, plus en temps réel sur la fréquentation. Oui, c'est ça, plus tangible. Puis avec des données, ça permet aussi d'avoir des solutions concrètes qui sont apportées à ça, trouver la source du problème, puis pouvoir agir sur le spécifique. Oui, exactement. Puis ça permettra, je l'espère, aussi d'adapter probablement les questionnaires et tout ça pour que ça reflète davantage certaines réalités. Encore là, je prends la communauté étudiante en exemple, ben peut-être des questions plus spécifiques dans ce cas-ci qui permettraient d'aller plus loin, comme ça va être quelque chose de moins figé, donc il y aura peut-être moyen d'adapter ça davantage. Fait que François, si tu veux nous expliquer un peu plus la méthodologie donc de ton étude, le bien-être alimentaire des étudiantes et étudiants au collégial. Oui, bien nous, on a utilisé une méthodologie mixte. C'est-à-dire qu'on a utilisé des méthodologies qualitatives et quantitatives. Habituellement, pas habituellement, mais souvent, ça va être l'approche quantitative par laquelle on va commencer, puis après ça, on va aller explorer les données quantitatives par le qualitatif. Nous, on a décidé d'inverser. On a commencé par demander à 28 étudiants et étudiantes de 3 cégeps différents, de 3 régions différentes, de remplir un journal de bord sur 7 jours consécutifs. Ils ont complété pendant 7 jours. On leur demandait, selon des plages horaires, qu'est-ce qu'ils avaient mangé. Si oui, qu'est-ce qu'ils avaient mangé, ils étaient avec qui, dans quel contexte, ils pouvaient prendre une photo. Donc, ça nous a donné, on a exploré 586 prises alimentaires avec cet outil-là. Il y avait 2 données manquantes, là, c'est pour ça qu'on n'a pas de 588. Après ça, on est parti de ces journaux de bord-là pour faire des entretiens approfondis avec ces 28 personnes-là, pour comprendre qu'est-ce qui se passait dans leur journal de bord. Et ça, c'est super intéressant d'un point de vue méthodologique. On a réalisé que les personnes n'étaient pas tout à fait conscientes de ce qu'elles faisaient. Donc, il y a des personnes qui nous disaient « moi, le souper, par exemple, je donne un exemple, là, moi, le souper, c'est super important. Je le manque jamais. C'est quelque chose qui est comme sacré. » Oui, c'est drôle parce que quand je regarde ton journal de bord, dans la semaine que tu as complété ton journal, tu l'as manqué 3 fois. Puis la personne est là « ah ouais? » Puis là, en regardant son journal de bord, elle a dit « ah oui, mais là, je ne l'ai pas soupé parce que... » Et c'est là qu'on a été capable de comprendre pourquoi les personnes pouvaient ne pas manger, qui n'étaient pas liées à l'insécurité alimentaire, par exemple. Et c'est après ça qu'on a développé notre questionnaire en fonction de ce qu'on avait dégagé lors des 2 premières étapes. Et là, on est allé dans 6 cégeps et là, il y a 2127 répondants qui ont répondu. Bien, merci beaucoup, Martin et François, d'avoir été avec nous sur ce 2e épisode donc, qui concernait l'austérité du gouvernement sous un volet plus impact social, donc précisément sur l'insécurité alimentaire. Ce fut un plaisir de vous avoir dans cet épisode. Merci de l'invitation. Plaisir partagé, merci. Merci, Martin. Merci. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode consacré à l'insécurité alimentaire, un des impacts sociaux des compressions budgétaires vécues par la communauté étudiante. Cet épisode s'inscrit dans notre série sur l'austérité du gouvernement. Restez à l'affût du 3e et dernier épisode de cette série, qui sera diffusé dans 2 semaines. Un grand merci à toute l'équipe de production et au studio Virage Sonore pour la réalisation de cet épisode. En attendant la suite, abonnez-vous sur votre plateforme de balado préférée et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions. À très bientôt. Ouais. Actuellement, c'est la fatigue. Merci. 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 Merci.